Dans un groupe, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez avoir un colonel qui a fait la guerre, et puis un perdreau de l'année, un petit jeune de 18 ans qui a ses vérités toutes faites mais qui connaît rien de la vie, une maman qui a accouché 3 fois, et croyez-moi, elle a de l'expérience, quand on a fait 3 gamins, on sait ce que c'est que la douleur, une mamie tréqueuse, 2 couples urbains, et puis un paysan. Ben voilà, vous avez tout ça, et il faut faire avec. Et chacun a son expérience, chacun a son passé, chacun met son curseur du moment où tout va basculer, où ils vont plus maîtriser, où ils vont plus connaître, où ils vont avoir peur de mourir, et chacun met dans un pot commun tout ça, et on parle beaucoup, et le but c'est que tout le monde trouve sa place dans le collectif. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, qui sont ces nouveaux Robinson? Qui aspire aujourd'hui à un retour à la nature et pourquoi? En pleine pandémie et après des semaines de confinement, de villes western désertées, de vies resserrées en appartement, nombreux sont ceux qui se sont mis à rêver de vers, de chants, de prendre le large, de retour à l'état de nature. C'est ce désir, de voir ce besoin d'ailleurs, de se lier à la nature qui touche, écrivent-ils, même les plus modernes, qu'ils ont cherché à analyser et à documenter. Les sociologues Sébastien Dalgalarondo et Tristan Fournier sont nos invités aujourd'hui à l'occasion de la parution, publication aux arènes de leur livre enquête L'utopie sauvage. Bonjour à vous Sébastien Dalgalarondo. Bonjour à vous. Et bonjour à vous Tristan Fournier. Vous êtes loin à Toulouse, pas avec nous aujourd'hui en studio, mais on vous entend. Est-ce que vous nous entendez bien aussi ? Très bien, bonjour Olivia Gesbert. Bonjour, enchanté. À nos côtés, le romancier Pierre Ducrozet, invité de la première partie de la Grande Table, auteur du Grand Vertige chez Actes Sud, est resté avec nous et on a plaisir à vous retrouver. Vous vous interrogez d'ailleurs dans ce roman, on l'évoquait, sur comment habiter ce monde. On va voir si vous avez expérimenté autant de choses que nos deux sociologues pour tenter de cerner le profil de ces nouveaux Robinson. Et le point de départ de cette enquête, Tristan Fournier, c'est une grange en Ariège, la vôtre, celle que vous habitez, et c'est là que vous avez invité votre ami, collègue Sébastien Dalgalarondo à venir passer quelques étés. Ensemble, vous avez observé la nature, votre propre expérience, c'est elle que vous mettez en scène dans cette enquête. Pourquoi? Il y avait pour vous un désir aussi sincère de comprendre, de repenser votre propre rapport au temps, à la nature, au départ? Et oui, je pense en fait des raisons personnelles et scientifiques s'entremêlent, comme dans souvent les projets de recherche. Donc effectivement, ça démarre par un projet personnel. Il y a quelques années, lorsque j'acquiers une grange isolée en Ariège. Moi j'ai grandi en montagne, je souhaite me reconnecter à ce moment-là plus régulièrement à la nature, avec tous les guillemets que ce terme requiert. Également à initier mon fils, qui a grandi en centre-ville. Et puis j'invite Sébastien justement pour les vacances, donc on est collègues, amis. Je sais que ce projet l'anime aussi. Et puis on va passer une partie de l'été ensemble à randonner, à ramasser des champignons, à construire des cabanes, à pêcher. Bref, tout un tas d'activités, de pratiques d'ensauvagement très banales, mais somme toute très agréables. Et puis il y a ce moment où on découvre une offre de découverte de plantes sauvages comestibles et médicinales, une petite initiation d'une demi-journée proposée dans la vallée, à laquelle on va s'inscrire et que l'on va faire ensemble. Et je crois que c'est ce lieu où se rencontrent nos préoccupations personnelles et nos centres d'intérêt, on va dire scientifiques et intellectuels. C'est comme ça que le projet naît. Voilà, il y a un terreau fertile, il faut le dire, en chacun de vous. Vous, Tristan Fournier, vous êtes plutôt spécialisé ou intéressé jusqu'ici aux questions autour des changements alimentaires. Et vous, Sébastien Dalgalarondo, à tout ce qui touche au corps, à son optimisation, aux questions de santé aussi parallèlement. Donc ces deux sujets, domaines de recherche vont se retrouver dans cette pré-expérience commune. La maison, est-ce que cette maison en Ariège, Tristan Fournier, elle a été pour vous un lieu refuge pendant le confinement? Mais malheureusement, non. J'aurais beaucoup aimé, mais comme dans beaucoup de campagnes en France, en fait, ce genre d'expérience, d'événement qui a été le confinement, a révélé quelques tensions, notamment entre les habitants des villes et des campagnes. Et donc, il y a eu quelques petites tensions, justement, à ce que les résidents secondaires rejoignent leur maison de vacances. Et donc, je n'ai pas voulu alimenter ce genre de petits désagréments. Donc, j'ai choisi de rester dans mon petit appartement toulousain. Évidemment, j'aurais préféré le faire là-bas. Et pour vous, comment ça s'est passé? J'étais comme beaucoup de Parisiens dans mon appartement au 6e étage. En ville? En ville, coincé. À Paris. Voilà. Ouais. Et du coup, est née de cette expérience du confinement une furieuse envie d'aller vous mettre au vert par la suite?
Je dirais pas beaucoup plus, mais c'est vrai que ça devenait un petit peu existentiel, mais non, pas beaucoup plus. C'est quelque chose qui nous anime tous les deux depuis très longtemps. Moi, je viens du Gers, j'ai été élevé à la campagne aussi. Je suis monté à Paris pour faire mes études, comme on dit. Et donc, j'ai toujours eu ce besoin de nature qu'on peut oublier pendant quelques années, mais qui ressurgit quelque part. Et c'est vrai que travailler sur ça, c'est aussi pour nous un moyen de joindre l'utile à l'agréable, c'est de faire une recherche et en même temps engager un processus de transformation au contact de la nature. Donc voilà, notre vie devient quelque part une expérience à partir de laquelle on peut après nouer d'autres études et envisager des choses plus larges. Mais c'est vrai que on base beaucoup cet écrit sur nos expériences personnelles. C'est l'ambition de faire une sociologie un peu différente aussi quelque part, une sociologie modeste, une sociologie qui surplombe pas le lecteur, qui lui apporte pas de réponse non plus, hein, mais qui se met en scène. Des sociologues qui se mettent en scène un peu juste pour faire voir qu'eux aussi sont à tâtons dans cette période que nous vivons d'effondrement de la biodiversité, parce que si on se pose la question d'effondrement, je pense que l'effondrement a commencé. Donc voilà, c'est une sociologie modeste qui invite le lecteur à faire des pas de côté. Vous pensez que l'effondrement a déjà commencé ? Celui de la biodiversité, je pense que on peut pas. C'est juste une manière de dire on peut pas parler d'effondrement. Il faudrait parler de les effondrements, comme le dit l'historien Fressos de l'HESS. Je pense qu'il faut. On est déjà dans ce mouvement-là, et si on écrit sur la nature alors que j'écrivais avant sur les médicaments, un sujet tout à fait différent, c'est bien parce que je suis extrêmement préoccupé par ce qui se passe. Ouais. On entendait en ouverture un extrait de l'émission Secret d'Info où Denis Tribaudot, organisateur de stages de survie, montre que ces stages sont suivis par des personnes au profil très très différent. Vous avez vous aussi expérimenté ces différentes méthodes. On va y revenir pour tenter de comprendre qui sont ceux qui souhaitent se mettre au vert aujourd'hui et qu'est-ce qui les anime. Est-ce que vous diriez d'abord que vous êtes des rêveurs comme les autres ? Est-ce que c'est peut-être le point commun entre toutes ces personnes ? Ouais. Dans le livre, c'est vrai qu'il y a la grange, parce que vous parlez de la maison, en fait, c'est une grange, hein, il faut lui rendre son identité. Et j'ai dit la grange en Ariège. Non, la maison. Après, j'ai dit la maison refuge. Mais c'est d'une grange. Toit, non ? Il y a un toit. Mais l'idée, c'est qu'elle, dans ce livre, elle est ironique, elle nous regarde en train de faire. Et bien sûr, nous aussi, nous sommes exactement comme tout le monde en train de créer notre propre utopie, de tâtonner. Parfois, on doit être sans doute assez ridicule quand on nous regarde faire, mais voilà, l'idée c'est qu'on est comme tout le monde. Après, on a des outils, on fait des enquêtes, donc ça nous permet de proposer un discours qui soit peut-être un peu plus ficelé que celui du commun des mortels, mais vraiment l'idée c'est de se mettre en scène comme tous ceux qui sont très préoccupés, qui cherchent par tous les moyens au quotidien de se reconnecter avec la nature. Et donc moi je suis un urbain, je vis pas à la montagne, et pourtant tous les jours je cherche, je jardine, je regarde, j'écoute, j'essaye de me reconnecter parce que j'en ai besoin et parce que je me dis que c'est peut-être comme ça que au quotidien je pourrais faire de la politique et peut-être changer les choses. Et ça passe parfois aussi par des stages un peu sonnants et trébuchants. Pour comprendre, en tout cas, vous avez tous les deux donné de votre personne dans ce livre, hein, Enquête. Vous racontez le temps que vous avez passé devant l'ordinateur à regarder des émissions un peu stupides où il était question de pseudo-survie, mais aussi cette journée d'initiation pour tenter de reconnaître les plantes comestibles et médicinales, faire le tri, les séances de cueillette en Ariège, au bois de Vincennes ou ailleurs. Et puis vous vous êtes aussi inscrit à un stage d'une semaine, à un stage de jeunes où on ne mange pas, où on fait de la randonnée. Et on va essayer de suivre les explications d'une formatrice d'un de ces stages, extrait d'un grand reportage diffusé dans l'émission Interception. On laisse au corps le temps d'utiliser les déchets circulants le premier jour. Le deuxième jour, il commence à s'intéresser aux réserves de graisse et on rentre donc effectivement en autorestauration. On aime bien utiliser ce terme parce que c'est très parlant. On utilise les graisses stockées, c'est prévu pour ça, hein, pour gagner de l'énergie. L'autre jour encore... une personne me faisait observer qu'elle avait un kyste à la jambe qui a disparu pendant la semaine de jeûne. C'est vraiment ça l'intérêt. Si effectivement il y a une petite formation cellulaire qui n'est pas à sa place, elle va être utilisée.
Et ça, c'est vraiment la garantie d'optimiser sa santé à long terme en faisant des jeûnes régulièrement, hein. On se met doucement en route. Allez, c'est parti en direction de l'abbaye de Baudon. À droite toute. Alors là, je ne sais pas s'il faut que je me tourne vers le spécialiste de la santé ou celui de l'alimentation avec ce témoignage autour du jeûne. L'autophagie, là, on en a un bel exemple, hein, Tristan Fournier. L'organisme qui se nourrit de lui-même. Vous le racontez dans le livre, hein, il y a des motifs religieux, des raisons sanitaires, mais il y a aussi aujourd'hui ce motif sauvage, cette idée du retour à la nature, ce nouvel argumentaire qui est d'ailleurs mobilisé aussi par les promoteurs, hein, du jeûne. Oui, puis il y a ces deux rhétoriques qui sont celles du primitivisme et celle de l'animalisme. Dans la rhétorique du jeûne, les promoteurs s'appuient beaucoup justement sur l'idée que auparavant, que ce soit des chasseurs-cueilleurs ou des peuples dits premiers, primitifs, s'appuyaient sur cette technique qu'ils considéraient comme très naturelle, faisant partie de leur quotidien. Et puis la référence à l'animalisme qui est encore une fois plutôt connecté au monde scientifique, hein, où les expériences de laboratoire sont faites à partir d'animaux principalement, où on observe que tous les animaux peuvent jeûner, et l'on rappelle que l'être humain en est un, qu'il est sans cesse rappelé que l'on peut jeûner 40 jours sans problème pour une personne normalement constituée. Donc ça permet de décontracter un petit peu le discours sur ces semaines de jeûne qui peuvent faire un petit peu peur aux participants. Ne pas manger pendant une semaine, ça ne va pas de soi. Est-ce qu'il y a un retour à l'état de nature, aux origines avec tout ça? On a quand même l'impression à vous lire qu'on ne naît pas jeûneur-cueilleur, hein, on le devient et on a parfois aussi l'impression qu'on tombe un peu dans les choses trappes de ce marché du bien-être qui est très tendance aujourd'hui, hein. Oui, c'est vrai que c'est important aussi de voir dans cette promesse d'un retour à la nature, qu'elle passe par les stages de jeûne, de cueillette ou des émissions de survie, qu'on est face à un marché important. On observe une marchandisation de cette promesse. Pour autant, il nous semble, alors bien sûr, on développe une sociologie critique à cet égard, hein, il serait compliqué de passer à côté de ça, également sur les discours quelque peu réactionnaires qu'il véhicule, peut-être on y reviendra, mais il nous semblait que cette vision était aussi un peu paresseuse, c'est-à-dire de s'arrêter sur l'aspect critique, puisque dans ces petites expériences, ces petites parenthèses temporelles qui durent d'une demi-journée à quelques jours pour les stages de jeûne, par exemple, on croit on observe qu'il se passe des choses, que les participants font des pas de côté, deviennent plus réflexifs, et on veut croire que le quotidien est aussi un lieu où on peut faire de la politique, on peut changer des choses de manière effective et durable. Renouer avec la nature ou avec sa nature, Pierre Ducreuset, pour vous, ça passe par quoi? Je ne sais pas du tout, et je me pose la question. En fait, je suis un pur citadin. C'est pour ça que j'ai aussi essayé d'écrire ce livre, c'est pour poser les questions à travers les mêmes personnages. Mais moi, je suis un peu démuni aussi. Je connais 4 noms d'arbres. Voilà. Donc moi-même, je suis loin. J'ai envie aussi de renouer un lien, mais que je sens a été dénoué. Et d'ailleurs, c'est assez marrant d'entendre ce lieu en Ariège. C'est la première fois, effectivement, là, depuis le confinement, donc je suis peut-être un peu comme pas mal d'autres personnes, que c'est posé la question, mais en vrai, très très finement, éventuellement un jour d'aller peut-être dans les Pyrénées, par exemple, parce que j'habite à Barcelone, et ce serait un lieu qui serait, voilà. Mais c'est pour moi tout récent, et je le dis, hein, vraiment sincèrement, voilà, j'aime la ville, par ailleurs, énormément. Pierre Ducreuset, auteur de Le Grand Vertige, roman qui vient de paraître chez Actes Sud, roman de cette rentrée littéraire. Ce mouvement, Sébastien Dalgalarando, Tristan Fournier, pardon, ce mouvement, il n'est pas nouveau, mais on sent quand même qu'il s'est amplifié les dernières années, ce bien avant quand même la question du confinement, l'arrivée dans nos vies de la pandémie. Pourquoi d'après vous? Tristan, Sébastien d'abord. C'est Sébastien qui a pris la parole. Tristan aussi. Oui, en même temps. Je pense que, évidemment, c'est absolument pas nouveau, hein, c'est cyclique. Hein, il y a plein de vagues comme ça de retour dans la nature. Mais ce qui me paraît très différent actuellement, c'est quand même l'intensité, c'est-à-dire la dramatique qu'il y a autour de ce sujet. C'est-à-dire, avec le discours sur la collapsologie, avec cette peur perpétuelle, ce discours scientifique
scientifique sur la fin d'un monde possible, un effondrement. Nous sommes tous sensibles, je pense, enfin beaucoup, nous sommes beaucoup à être sensibles à ce discours et parfois catastrophés, on ne sait pas trop quoi faire au quotidien, est-ce qu'on doit trier, pas trier, jeter les bouteilles ou pas, donc on est renvoyé à nos propres incompétences quelque part et je pense que c'est ça qui fait la dynamique nouvelle de ce retour à la nature. On n'est pas dans le mouvement des 70 de l'émancipation, hein, l'idée c'est pas de se balader nu dans la nature, mais c'est bien de la sauver en même temps que de nous sauver et ça c'est quelque chose qui nous semble très différent. Tout ceci repose sur la peur. C'est pour ça qu'on a mis un peu d'ironie, d'humour dans le livre, parce que ce climat de peur est un peu stressant quand même. On a l'impression qu'on ne peut pas réfléchir dans la peur, j'ai l'impression. Et justement, avec la pandémie, la ville, celle que vous habitez, Pierre du Creuset, celle qu'une bonne partie d'entre nous habitons encore, malgré nos rêves d'échappée verte, cette ville, elle apparaît, ou elle n'apparaît plus ouverte comme avant, hein. C'est moins une ville carrefour, une ville monde, mais plutôt une ville un peu prison, anxiogène et pathogène, d'où cette réflexion que vous ouvrez effectivement avec pas mal d'humour, cette envie qu'on a tous, ou que ceux qui habitent en ville, les urbains, ont eu de s'échapper et de construire une autre relation avec la nature, de construire autrement nos vies. Néanmoins, pour vous, Tristan Fournier, cette peur de l'effondrement qui est alimentée par les collapsologues, est-ce que ça relève quand même d'une réaction un peu irrationnelle ou est-ce que c'est censé pragmatique de se poser ces questions-là aujourd'hui ? Oui, je pense que j'allais rajouter justement sur l'aspect cyclique qu'il est important à considérer, que je crois que le confinement a rajouté un petit peu de choses aussi, dans la mesure où il a intensifié cette promesse d'un retour à la nature, cette envie de vacances, comme vous l'avez rappelé, au vert, de résidences secondaires. Hein, on se souvient des agences immobilières qui en parlaient, qui en témoignaient, de potagers urbains, etc. Donc c'est aussi des questions, par exemple, d'autonomie alimentaire qui surgissent. Hein. Je crois que le confinement a vraiment rajouté quelque chose, dans la mesure où on découvre nos villes comme de potentielles prisons, on prend conscience d'une forte fragilité de nos modes de vie urbains. Et puis, ce qui me semble intéressant à relever depuis le confinement, c'est que, bien sûr, cette quête de nature, on l'encense de plus en plus, mais nos liens à cette nature deviennent ambivalents, dans la mesure où elle devient de plus en plus inspirante pour s'y lever, pour s'y réfugier, pour résister, pour réinventer quelque chose, mais elle devient aussi dangereuse. Hein, donc, si on pense au potentiel point de départ de cette pandémie, qui est nos liens de plus en plus étroits avec le pangolin, hein, ce petit animal sauvage, on voit que ces liens à la nature, finalement, ils oscillent entre une inspiration et une crainte. Donc je crois que ça rajoute quelque chose de très nouveau dans ce rapport à la nature. Voilà, vous évoquiez ce désir d'autonomie alimentaire, en tout cas de tendre un peu vers cela. C'est une tendance mondiale. Il y a aussi une démocratisation un peu de cette idée de retour à la nature, de ce désir, et ça, vous le montrez et vous le soulignez bien dans votre ouvrage. Cette peur de manquer, c'est aussi ce qui alimente peut-être cette envie d'apprendre 1000 choses pour tenter de se débrouiller, par exemple, ou trouver de la nourriture quand il pleut, et autres techniques de survie en milieu hostile. Ça est le concept, en tout cas, d'une émission animée par Bear Grylls, Man vs Wild, seul face à la nature en français, diffusée sur RMC Découverte. On en écoute un extrait. Pendant la saison des pluies, la nourriture ne manque pas si on sait où la trouver. Un acacia mort. Voilà ce que font les gens du coin. Ils collent l'oreille contre le tronc pour savoir s'il y a des larves à l'intérieur. Et en voilà une. C'est la larve d'un scarabée rhinocéros. On peut la manger crue. Ouvrez bien les yeux. Oh là là! Elle doit être là-dedans depuis très longtemps. Très très longtemps. Une fois que je l'aurai avalée, je n'aurai plus besoin de manger pendant une semaine. À poids égal, ce genre d'insectes contiennent plus de protéines que du bœuf ou du poisson. C'est la nourriture de survie par excellence.
Un commentaire sur cette situation, Sébastien Dalgalarondo, cette envie d'apprendre des techniques de survie, ça, vous avez remarqué que c'était quand même quelque chose de plus en plus courant, de plus en plus pratiqué? Oui, bon, nous sommes baladés notamment dans les allées du salon du survivalisme pour observer un peu l'hétérogénéité des profils. Et donc, on a pu voir cette marchandisation du survivalisme, quelque part. Donc, oui, c'est assez nouveau en France, mais c'est quand même un phénomène qui révèle une autre dimension de cette peur. C'est le chacun pour soi, c'est l'équipement, la guerre contre tous. Donc voilà, pour nous c'est quand même des mouvements sociaux qui nous intéressent, voire qui nous inquiètent. Oui, c'est plutôt effrayant. Ouais. C'est comment gérer la peur. En fait, c'est comment transformer la peur en élan, comment transformer l'inquiétude en énergie. C'est ça le grand défi. En fait, j'ai l'impression que la dichotomie modernité, anti-modernité, la dichotomie nature-culture, tout ça, c'est plus vraiment le problème. Enfin, c'est à dépasser. C'est un truc médian qu'il faut trouver. La modernité, elle a 1000 avantages et 1000 choses. Vous voyez, on peut pas renoncer à Internet. C'est quand même un truc incroyable, etc. Il faut pas, parce que la modernité a, entre guillemets, par certains aspects échoué, qu'il faut lui tourner le dos complètement. C'est vraiment quelque chose de, ce que je disais tout à l'heure, d'un équilibre, en fait, sur nos deux pieds, quoi. Et c'est un aspect de la modernité, de l'extractivisme en particulier, qui nous a menés là, et un groupe de personnes qui nous ont menés là. Mais c'est pas tout à jeter. Et voilà, c'est un équilibre qu'il faut trouver. D'ailleurs, vous le montrez aussi dans cette enquête sur notre irrépressible besoin de nature, Tristan Fournier, Sébastien Dalgalarondo, ce clivage entre moderne, anti-moderne, cette tendance qu'on aurait à séparer les réacs avec les progressistes et pas une ligne de fracture pertinente pour comprendre qui sont ces nouveaux Robinson. Tristan Fournier. Exactement. Et je pense que ce qu'on a entendu là sur Man vs Wild, c'est vraiment le profil qui alimente justement cette vision un peu réactionnaire, viriliste, machiste du retour à la nature. Et ce qu'il y a de très intéressant pour nous, donc là, vraiment dans la cuisine sociologique, c'est cette cohabitation avec justement un profil plus alternatif, plus progressiste, comme vous l'avez rappelé. Et donc, on est vraiment, comme l'écologie plus généralement, capable de rassembler, d'agréger des profils extrêmement divers, pas tellement en termes sociaux, puisqu'on est sur une catégorie de classe moyenne, urbaine réflexive, on va dire, mais surtout en termes de catégorie politique, où on va vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec cette même envie, ce même besoin de se reconnecter à la nature. Voilà, et on va faire un dernier détour par un dernier stage en permaculture, cette fois à la mode aussi, ces stages-là, comme la cueillette. On a vu aussi ce retour de la permaculture dans nos vies, dans nos quotidiens et dans des zones comme notamment la ZAD de Notre-Dame-des Landes sur YouTube. C'est Rémi et Colline qui nous expliquent, eux, ce qu'est la permaculture. Salut C'est Colline et Rémi du Jardin des Merveilles. Aujourd'hui, on vous prépare une petite vidéo pour vous parler du stage de permaculture qui va se dérouler au jardin du 10 au 15 juillet. Moi, je vais vous parler de tout ce que je connais à propos des plantes, comment on cultive, comment on connaît son sol, comment on connaît la biodiversité qui est autour, comment on connaît la plante, comment on arrive à produire un peu tout ça. On vous parlera un petit peu du jardin aussi, là ce sera un peu plus sur le domaine de Colline. Oui, voilà, on pourra voir un petit peu ensemble comment on fait nos semis, nos plantations, comment on s'occupe du jardin, les rotations, les associations, on verra plein de choses ensemble. Après, en parallèle de ça, il y aura plein d'autres choses. On fera un petit peu ce nous on travaille de plus en plus là ici, tout ce qui est permaculture humaine. Donc c'est quoi la permaculture humaine ? Justement, on l'abordera ensemble, on vivra de toute manière en collectivité pendant 5 jours. Et on fera pas mal de jeux aussi, de petites expériences pour travailler ce côté-là de la vie ensemble et la communication et mieux se connaître soi-même et les autres. Voilà, la permaculture, créer des écosystèmes, s'intéresser aussi à la biosphère. Ça, c'est des questions qu'abordait notamment l'anthropologue dessinateur Alessandro Pignocchi dans son roman graphique consacré à la ZAD Notre-Dame-des-Landes, comprendre ce qui s'y joue dans les pas de Philippe Descola. France Culture, on est avec nos deux invités. Ils sont tous les deux sociologues. Ils s'appellent Sébastien Dalgalarondo et Tristan Fournier. Ils signent aux arènes l'Utopie sauvage, une enquête sur notre irrépressible besoin de nature. Et à nos côtés est resté le romancier Pierre du Crozet, auteur en cette rentrée de Le Grand Vertige chez Actes Sud. France Culture, déjà 13h20. France Culture, la grande table,
Olivia Gesbert. L'utopie sauvage n'a pas de lieu, c'est un horizon. Voilà ce que vous écrivez tous les deux, Sébastien Dalgalarando et Tristan Fournier, dans votre enquête, l'utopie sauvage. Quelle est cette quête? Comment l'expliquer? Vous revenez notamment longuement sur ce retour du modèle du chasseur-cueilleur face à l'anthropocène. Est-ce que vous le percevez, le retour de ce modèle, dans les pas de James Scott, comme une forme d'utopie un peu nostalgique? Ou est-ce qu'il faut y voir une forme aussi d'idéal d'organisation? Tristan Fournier. Alors James Scott, c'est le livre Homo Domesticus dont vous parlez, qui est un excellent livre, dans lequel il ne va jamais tomber dans l'idée selon laquelle les chasseurs-cueilleurs étaient plus heureux que nous. Il fait bien attention à ne pas passer ce cap. Mais par ailleurs, il nous rappelle que justement, les chasseurs-cueilleurs peut-être vivaient... avaient plus de temps libre, étaient moins carencés que leurs homologues déjà installés dans des villes. Donc là, on est à moins de 10 000 ans avant notre ère. Et l'objectif de Scott, donc c'est un anthropologue anarchiste, son objectif, c'est de montrer, d'ouvrir une brèche, en fait, dans le grand récit civilisationnel selon lequel la modernité, le progrès sont arrivés au temps de l'installation, de l'élevage et de l'agriculture. Et donc, il montre justement que les chasseurs-cueilleurs qui cohabitaient avec les personnes installées dans ces villes ne souffraient pas autant de carences nutritionnelles, avaient probablement beaucoup plus de temps libre. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il s'appuie sur des découvertes paléo-anthropologiques, archéologiques, et avec les avancées technologiques, on est capable maintenant de repérer ces signes sur les squelettes. Voilà, donc c'est ça qui est très intéressant puisque ça vient nourrir justement cette promesse du chasseur-cueilleur, comme quoi déjà Marshall Saline, c'est un anthropologue des années 70, disait cette phrase très célèbre que les chasseurs-cueilleurs constituaient la première société de loisirs et d'abondance. Donc c'est assez intéressant à faire comme parallèle. Il y a une sorte de réenchantement de la forêt et de ses habitants. C'est les peuples premiers, avec toute cette attention qu'on peut avoir sur ces... On a été en Alaska, par exemple, avec Tristan pour faire une conférence. On a eu l'occasion de voir de près ce qu'étaient devenus ces peuples premiers. Et, voilà, on se rend compte qu'il faut à la fois sauver la forêt et ces peuples premiers. Et donc, quelque part, cette projection, cette rétrotopie qui nous invite à prendre le chasseur-cueilleur comme horizon régulateur. C'est une manière de réenchanter notre vie du paléolithique, d'en faire un horizon régulateur, mais pas plus. Mais l'avantage, c'est comme c'est une page blanche, apolitique, de l'homme avant l'État, de l'homme avant la religion, de l'homme avant peut-être même les inégalités entre les hommes et les femmes, pour certains discours. Voilà, chacun peut s'y projeter, donc ça devient une page blanche sur laquelle autant les anarchistes que les plus grands réactionnaires peuvent se projeter. Et donc, je pense que c'est là, quelque part, l'utilité, au bout la plasticité politique de ce modèle. Et c'est ce qui nous intéresse d'un point de vue critique, parce que ça mérite, il est intéressant de séparer ce qui nous paraît raisonnable et ce qui nous paraît parfois... la pente réactionnaire de tout ce discours sur le sol, la nature, les racines, Voilà, sur la distinction nature, culture, humain, non humain. Il y a aussi tout un courant philosophique, anthropologique, très écouté, très suivi en ce moment, qui pense notre relation, ou repense notre relation au vivant. On a déjà parlé de Bruno Latour tout à l'heure avec Pierre Ducrozet, évoqué Philippe Descola, parlé de ce livre phare qui est celui de James Scott avec vous à l'instant, Tristan Fournier. Vous citez aussi l'anthropologue Nastasia Martin, élève d'ailleurs de Philippe Descola, spécialiste des peuples arctiques, auteur de Croire aux fauves. Elle a été mordue par un ours et elle raconte comment l'accident devient pour elle renaissance, attestée par son changement de nom. Pour la communauté, elle est désormais une Mietka, racontez-vous, celle qui vit entre les mondes, moitié femme, moitié ours. Pour terminer, vous parlez aussi dans ce livre, et j'aimerais qu'on revienne sur ce mot, d'ensauvagement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aussi, après les sauvageons de Jean-Pierre Chevènement, il évoque l'ensauvagement qu'il faudrait stopper d'une certaine partie de la société, pointant la montée des violences et de la délinquance. Alors, on a beaucoup polémiqué sur ce terme, débattu sur son utilisation. Il a tenté de clarifier son propos, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce mot d'ensauvagement, on le voit à la fois apparaître de manière très positive, connoté de manière très
positive sur ce qui ramène au sauvage ou à l'état de nature, ou de manière très péjorative. Qu'est-ce que c'est à vos yeux de sociologue, Sébastien Dalgalarondo, Tristan Fournier? Est-ce que c'est un concept un peu fourre-tout, ou est-ce qu'il faut bien souligner son double sens pour comprendre sa portée aujourd'hui? Je dirais que c'est une très mauvaise manière de nommer les choses, surtout, et le problème. Donc, et on peut voir que quelque part, on est habitué au discours d'extrême droite et à l'utilisation de l'ensauvagement par ce discours. Le fait que là, ce soit la droite qui l'utilise, c'est un petit peu inquiétant, parce qu'on voit bien que derrière, dans cette stigmatisation des sauvages... il y a l'idée du brutal, du non-civilisé aussi. Oui, mais il y a l'idée aussi peut-être post-coloniale d'une population qui est tout le temps, quelque part, indirectement stigmatisée à travers cet ensauvagement. On pense c'est de cela dont Gérald Darmanin s'est défendu, en tout cas. Oui, bien sûr, mais peu importe. Mais utiliser ce concept, c'est déjà faire une erreur, je pense, pour un homme politique. Ça ne veut rien dire et c'est pas utilisé dans ce... Voilà. Parlons de réenchantement de la forêt, d'ensauvagement, de réappropriation des savoirs et des connaissances de la nature. Et réservons l'ensauvagement à ce genre de discours, je pense. Voilà. Mais vous l'utilisez quand même, ce mot. Donc pour vous, on peut dire que s'ensauvager, c'est réenchanter, c'est prendre le risque, comme vous l'écrivez, d'expérimenter et d'hésiter. Hésiter entre deux modes de vie, deux modes d'appréhension du monde, c'est aussi cela. Tristan Fournier. Déjà, le terme, en fait, il nous est utile parce que la racine latine silva signifie forêt. Donc nous, on voulait travailler justement sur ce rapprochement vers la forêt. C'est un mouvement. La forêt, c'est aussi donc c'est l'altérité. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on s'en rapproche, mine de rien, puisque à travers des livres comme La vie secrète des arbres de Voleben, à travers la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où on constate que la forêt devient un lieu de résistance. C'est aussi un lieu où on se retrouve, on s'optimise. Bref, on a cette altérité de laquelle on tente de se rapprocher, et c'est ce mouvement qu'on essaie de décrire. Voilà, la forêt devient aussi lieu de culture, écrivez-vous. Merci beaucoup Sébastien Dalgalarondo. Merci Tristan Fournier d'être venu nous parler de votre enquête sur notre irrépressible besoin de nature. Peut-être allez-vous cesser de résister, Pierre du Crozet, filer, vivre au vert, désormais après cette émission L'Utopie sauvage. Votre enquête vient de paraître aux arènes. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci. La Grande Table, c'est le magazine de la culture et des idées de France Culture. Vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez sur le fil des podcasts et trouver toutes les informations en lien avec l'émission sur franceculture.fr. À la programmation de la Grande Table Culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc. À la programmation de la Grande Table Idées, Jean Bulot, avec l'aide précieuse de Laura Dutèche-Pérez et de Anouk Delfino et Madeleine Martineux. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Ludovic Auger. Très bel après-midi à tous sur France Culture.